Je suis au Louvre. Ah mais non, pas au palais du Louvre de Louis XIV, hein. Au musée avec l'école. Je flâne, je me promène. On a une demi-heure pour chercher et trouver un tableau qui nous plaît. Et après, on devra le décrire devant la classe et expliquer pourquoi on l'a choisi. Voyons voir. Non. Sûrement pas. D'accord, non. Ce grand tableau-là, il est vraiment pas terrible. Une soirée chez Madame Helvétius, par François Gérard. C'est très bien peint, hein. C'est sûrement très ressemblant. Un grand salon très chic où discutent au moins 442 personnes et j'en connais aucune. Non, je pourrais jamais décrire ça. Oh, oulala, il y a un truc. Il y a un truc qui tremblote, qui frissonne. Et je sais vraiment pas comment le dire, mais en tout cas, ça me retourne l'estomac et... Ce visage-là, en dessous de la statuette posée sur la cheminée, il se brouille, il change. Oh, Nasbrock! Chut. Oh, pardon, désolé, mais faut que j'y aille. Maîtresse! Madame Granny! J'étais au Louvre. Alors, et puis... Une soirée chez Madame Helvétius. Quelle date? 1791. Peint par François Gérard. Ça perd les statuettes. Papy Charlie est sûrement avec Nasbrock. Il était censé le surveiller. Comment est-il arrivé là-bas, cette face de macaron avarié? C'est une vraie question, ou alors vous parlez toute seule? Hein? Parce que la réponse est assez simple. Moi, je m'en fiche de Nasbrock, mais je vais chercher Papy Charlie. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 11. En route pour la révolution des femmes avec Olympe de Gouges. J'ai tapé 5 septembre 1791, c'est ça? Le 5 septembre 1791, tu as bien choisi, c'est une très bonne date. Et on va où? Auteuil, dans la banlieue de Paris. C'est là qu'est le salon de Madame Helvétius. 3, 2, 1... C'est trop bizarre. C'est comme si j'étais passée à travers la toile et que j'étais rentrée dans le tableau. Les plafonds super hauts, les portes qui font 3 fois ma taille, les rideaux verts aux fenêtres et la même statuette posée sur la cheminée sous laquelle j'ai vu Nasbrock. Juré craché, c'était lui. Suis-moi et regarde bien partout. Il y a plein de gens qui discutent et qui papotent. Des dizaines et des dizaines de personnes dans toutes les pièces. Mais aucune trace de Papy Charlie ni de Nasbrock. Tout le monde est bien habillé, avec des perruques blanches sur la tête. C'est hyper chic ici. Quand vous avez parlé de la Révolution, Madame Granny, j'imaginais pas toutes ces dorures, ces perruques et ces buffets. Hein. Tu croyais qu'on avait coupé la tête à tous les riches aristocrates? Non, pas du tout. Madame Helvétius, chez qui nous sommes, est une femme très riche et elle est noble. Anne-Catherine de Lignyville Helvétius. Waouh, tout ça? Eh oui, la Révolution a aboli la différence de droit entre les nobles et le reste de la population. Madame Helvétius est une citoyenne comme les autres, mais pas moins riche ni moins puissante qu'avant. Mais c'est quoi ici? C'est quoi tout ce monde? C'est un salon. Je vois bien que c'est un salon, plusieurs salons même, mais... C'est un cercle, une société. Madame Helvétius invite régulièrement dans sa maison des amateurs de littérature, de beaux-arts, pour des lectures de textes, pour des mini-concerts et même pour des discussions politiques. D'accord, c'est plein de gens qui papotent entre eux. Quand même, c'est un peu plus que cela. Les auteurs viennent présenter et lire leurs derniers textes, les politiciens défendent leurs dernières idées, les scientifiques partagent leurs dernières découvertes. Et les musiciens jouent leur dernière musique, et les peintres montrent leurs derniers tableaux. Il y a des dizaines de cercles comme cela à Paris et partout en France. Beaucoup des idées qui ont mené à la Révolution sont nées dans ces salons.
Regarde là-bas, c'est Nicolas de Condorcet, un mathématicien et un homme politique. Il vient d'être élu député. C'est un penseur des Lumières. Penseur des Lumières? Parfois, je devine ce que vous voulez dire avec vos mots compliqués, Madame Granny. Mais parfois, je trouve juste que vous dites de drôles de choses. Pourtant, c'est une très jolie et très simple expression. L'obscurité, c'est l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance. Un penseur des Lumières, c'est quelqu'un qui illumine l'obscurité des superstitions passées avec la lumière de la connaissance. Et aujourd'hui alors, de quoi ils vont parler? Je te l'ai dit, t'as très bien choisi la date. Aujourd'hui, c'est Olympe de Gouges, la star du salon. Elle va présenter la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Comme la Déclaration des droits de l'homme qu'ils ont écrite à la Révolution? C'est tout à fait ça. Un texte qui énonce les droits à la liberté, à l'égalité, entre autres... Elle commence. Oh, viens, allons écouter. Les facultés intellectuelles. Je prétends jouir de la Révolution et réclamer mes droits à l'égalité, rien de plus. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est moi, une femme, qui te pose la question, et tu ne m'ôteras pas ce droit. Aujourd'hui, je vous ferai lecture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont je viens d'achever la rédaction. Je l'enverrai dès ce soir à la reine, afin qu'elle la soumette à l'Assemblée nationale nouvellement élue. Oulala, comment ça la reine? La révolution n'a pas eu lieu? C'est Nasbrock qui a encore saboté les couloirs du temps? Mais pas du tout. Nasbrock n'a rien à voir là-dedans. Le 14 juillet 1789, personne n'a été guillotiné. Le roi et la reine vont très bien. Ah bon? Avant la Révolution, Louis XVI était roi de France. Après la Révolution, il est devenu roi des Français. C'est un peu la même chose, non? Pas du tout. Il était roi par la grâce de Dieu. Il est maintenant roi par la volonté du peuple. C'est une monarchie constitutionnelle. C'est même lui qui a signé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors c'est pour ça qu'Olympe va donner sa Déclaration des droits de la femme à la reine? Tout à fait. Mais c'est très important ça. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? C'est parce que... Olympe, voulez-vous m'épouser? Non mais j'y crois pas. Nasbrock a surgi de nulle part. Il s'est mis à genoux en renversant exprès tous les papiers de la Déclaration des droits de la femme. Et il a demandé Olympe en mariage. Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 11, en route pour la révolution des femmes avec Olympe de Gouges, la suite. Saperli balayette. Amélia, ramasse les papiers de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je m'occupe de mettre ce cataplasme à perruque de Nasbrock hors d'état de nuire. Je me précipite pour mettre à l'abri la précieuse Déclaration des droits de la femme et Granny se rue sur son frère. Mais deux mains solides nous retiennent. C'est pas la peine. Papy Charlie! Comment ça, c'est pas la peine? Ils volent la déclaration! Non, non, pas du tout. Nous fréquentons ce salon tous les deux depuis des semaines. Et je crois juste qu'il est fou amoureux d'Olympe. Faudrait quand même la mettre en garde. Charlie a raison. Nasbrock ne fait pas le poids face à Olympe de Gouges. Elle est de taille à se défendre. Monsieur, si vous aviez eu plus d'égards pour moi, vous auriez passé plus de temps à lire mes écrits plutôt qu'à planifier votre misérable demande. Vous sauriez alors que je considère que le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. Je suis veuve et libre depuis mes 18 ans et compte bien le rester. Nasbrock reste pétrifié, un genou à terre face à la colère d'Olympe. Il a l'air d'un tout petit enfant qui va éclater en sanglots après s'être fait gronder. Déguerpissez, monsieur, nous avons mieux à faire que de subir votre tyrannie, même muette. Nous avons des droits de citoyenne à conquérir. Oh femme, femme, mais quand cesserez-vous d'être aveugle, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose? Il est en votre pouvoir de vous en affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Cocher! Nasbrock nous a jeté un regard noir.
comme si on était responsable de son lamentable échec. Il n'a pas osé interrompre à nouveau Olympe. Il a disparu, la queue entre les jambes. Fiou ! Bon débarras. Nous aussi, on a filé. Papy Charlie nous emmène faire un tour en calèche dans Paris. Une surprise, il a dit. Il m'a promis qu'il m'expliquerait un jour comment ils ont fait pour quitter Rome et venir jusqu'ici. Le principal, c'est qu'il soit avec nous et que Nasbrock soit guéri. Et maintenant, Granny va enfin pouvoir me dire pourquoi j'ai jamais, mais alors jamais, entendu parler de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Tout simplement parce que la déclaration n'a jamais été adoptée. Elle a fini dans la corbeille de l'histoire. Olympe de Gouges était beaucoup trop en avance sur son temps, trop révolutionnaire, même pour la Révolution. Il faudra plus de 150 ans pour que les femmes, les citoyennes, aient le droit de participer à la vie politique du pays. Elles pourront enfin voter en 1944. Et à ce moment-là, tout le monde aura oublié Olympe de Gouges. Mais alors, à quoi ça sert ? Ça sert parce que réfléchir sur l'égalité entre les femmes et les hommes permet à Olympe d'avoir d'autres idées. Quoi par exemple ? Pour elle, tout est histoire d'égalité. Tu l'as entendu rejeter la proposition de mariage de Nasbrock? Ah ça oui, un sacré râteau. Ah oui, un râteau. Eh bien, si elle se mariait, elle n'aurait plus le droit de publier de livres sans l'autorisation de son mari. Non. Et si, le mariage religieux tel qu'il existe à l'époque est tout à fait injuste. Olympe pensait quelque chose. Elle a été mariée de force à 17 ans. Mais son mari est mort l'année suivante et depuis 30 ans, elle préfère rester veuve et célibataire. Alors pour plus d'égalité, elle se bat pour que le mariage religieux soit supprimé et remplacé par un contrat entre les époux. Un peu comme les gens qui se paxent au lieu de se marier ? Un contrat, tout à fait comme le Pax. Et elle se bat aussi pour le droit de divorcer et aussi pour que les enfants nés hors du mariage aient les mêmes droits que les autres et aussi pour créer des maternités et aussi pour créer un impôt payé par les riches pour aider les pauvres. Eh ben dis donc Elle vote pas, mais on peut dire qu'elle participe à la vie politique. Et en plus, tout cela, elle va l'obtenir. Avec l'aide de Condorcet, entre autres, le mathématicien et député que tu as vu au salon. Toutes ces lois, elles vont être votées l'année prochaine ou l'année d'après. Mesdames, nous sommes arrivés. Si vous voulez bien descendre, voici le manège des Tuileries. Oh, un manège, youpi! Bon d'accord, c'est pas un manège, mais c'est pas mal non plus. Une gigantesque salle, grande comme le gymnase où on va avec l'école. Plus grande même, plus haute avec un plafond voûté. Il y a un plancher en bois et des gradins le long des murs. Ohé, ohé. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Mais non, Charlie, explique les choses dans l'ordre, voyons. Ici, c'est le manège des Tuileries. On l'avait fait construire pour que le petit Louis XV, le papa de l'actuel roi, puisse apprendre à monter à cheval. Oui, mais maintenant, c'est l'Assemblée nationale. Oui, c'est ici qu'a été adoptée la nouvelle Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ici que sera refusée la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ici que seront votées toutes les lois importantes que défend Olympe de Gouges. Bon, mais alors avec tout ça, le roi, quand est-ce qu'on lui coupe la tête ? Bientôt, bientôt. Depuis cet été, ça va plus très fort. Les autres rois d'Europe attaquent la France, Louis XVI a essayé de s'enfuir à l'étranger, il y a des révoltes dans le pays, la révolution est en danger. Pour la protéger, les révolutionnaires vont durcir le ton. Dans 1 an, la monarchie va être abolie et Louis XVI va devenir un simple citoyen, Louis Capet. Monsieur Louis Capet ? Il va être jugé comme ennemi du peuple. Olympe de Gouges va même proposer d'être son avocate pour le procès. Elle aime bien les rois et les reines alors ? Elle ne les aime pas spécialement, mais ce n'est pas la question. Elle trouve que le roi a le droit d'être défendu. Elle pense aussi que les Français devraient voter pour choisir entre la République et la monarchie constitutionnelle. Oh, Marguerite, c'est le signal. Il faut qu'on retourne à l'ascenseur. Pas question que je reste à nouveau coincé ici avec Nasbrock. Vous m'avez pas répondu, Madame Granny, pour le roi. Il va être condamné, bien sûr, et décapité en place publique le 21 janvier 1793, dans 1 an et demi. Ce n'est que le début de la terreur. Après lui, ce sera le tour de la reine, le 16 octobre 1793. Puis, ce sera le tour d'Olympe de Gouges, le 3 novembre 1793. Elle aussi ?
Mais pourquoi? Pour avoir soutenu le roi, et peut-être aussi pour avoir été une femme qui contestait le pouvoir des hommes. Cocher! Ramenez-nous à Hauteuil, au triple galop! Quand elle est montée sur l'échafaud, Olympe de Gouges a crié « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !» C'est quoi, les enfants de la patrie? C'est ceux qui viendront après sa mort. C'est moi alors? C'est tout à fait toi, Crapaud. Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Élodie Gossuin, Patrick Mancini et Marc Messier d'avoir prêté leur voix. Sur le chemin du retour, Granny m'a expliqué qu'Olympe de Gouges était sans doute la fille cachée du marquis de Pompignan, un poète de la ville de province où elle est née. En se battant pour les droits des enfants nés hors du mariage, elle cherche à réparer une injustice qu'elle a elle-même vécue.